être obligé de me présenter moi-même, Philippe Delaroche. J'ai été chargé, donc, à l'occasion d'un partenariat avec Radio Notre-Dame, de animer cette soirée, ce dernier mardi des Bernardins, qui est diffusée sur nos ondes. Je voudrais en profiter aussi pour remercier, bien sûr, les élèves de l'Hippocagne, donc du lycée Blomet, encadrés par leur professeur Alex Michonneau, qui ont fait un travail formidable. Un dossier, je crois qu'ils ont posé les questions, toutes les questions que suggère le thème de cette soirée. Donc, quelles limites éthiques, ou plutôt même, y a-t-il des limites éthiques au fulgurant progrès médical ? Je crois qu'ils ont vraiment balayé tous les angles possibles. Donc, je les remercie encore une fois du soin et de la minutie avec laquelle ils ont préparé cette rencontre. Avec moi à cette table, donc j'ai le plaisir de saluer alors, tout de suite à ma gauche François-Xavier Bellamy. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous avez un mandat, vous êtes maire adjoint de Versailles, vous avez été professeur en lycée puis en classe préparatoire, vous avez créé il y a 5 ans les soirées de la philo à Paris, vous avez publié un essai qu'on trouve aujourd'hui en format de poche, c'était en 2014, il est désormais angelu pour 6 €, 220 pages. Il s'agit évidemment des déshérités ou l'urgence de transmettre. C'était une réponse d'une certaine façon, ou plutôt un bilan d'un livre qui a fait beaucoup de bruit et que tous les étudiants de Sciences Po se sont cognés. C'était Les héritiers, bien sûr, de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron. Dans cet ouvrage, vous remettez en cause effectivement une façon un peu dévoyée de concevoir la culture comme un instantané et pas comme un objet de transmission. Ce livre, donc Les déshérités, a été primé. Il a reçu le prix Henri Malherbe de l'Association des écrivains combattants et le prix Daumal de l'Académie française. Il a été finaliste du prix Femina Essai et du prix des impertinents. De l'impertinence, j'espère qu'il y en aura ce soir, je l'imagine d'ailleurs, avec un sujet pareil. Ça tombe sous le sens. Avec nous également, alors à votre gauche, donc Didier Truchet. Bonsoir Didier Truchet. Bonsoir. Vous êtes heureux d'être ici ? Mais parfaitement. Oui. Bon. Ce n'est pas la première fois. Alors Didier Truchet, je parlais tout à l'heure de François-Xavier Bellamy. On doit s'attendre évidemment à ce qu'il aborde cette question sous l'angle à la fois philosophique, mais aussi essayer d'évaluer sa portée politique ou sociétale, comme on dit. Mais aujourd'hui, le sociétal a l'air de prendre le pas sur le politique parfois. Vous, Didier Truchet, votre domaine, c'est le droit, évidemment. C'est l'angle juridique. Vous êtes professeur émérite en droit public, donc Université Paris-Panthéon, Assas Paris 2. Et puis, le monde de la santé, vous le connaissez, pas seulement parce que vous avez publié un droit de la santé publique, c'était il y a à peine 4 ans chez Dalloz, mais vous êtes effectivement président d'honneur de l'Association française de droit de la santé, membre du Conseil scientifique médecine et valeurs du corps au sein du Collège des Bernardins. Et parmi les questions que soulève, encore une fois, l'angle juridique, évidemment, c'est la question de la responsabilité. Alors la responsabilité étendue à tous les protagonistes possibles, celle du législateur. Parce qu'encore une fois, il faut rappeler que cette rencontre se déroule alors que bientôt va se clore évidemment la séance, la session de consultation que représentent les États généraux de la bioéthique qui doivent se clore le 7 juillet prochain, donc c'est dans 17-18 jours. Et comme vous le savez sans doute, cette consultation est censée suggérer, ou en tout cas entrer en bonne part dans l'élaboration d'un projet de loi qui devrait être soumis en fin d'année, car il s'agissait de réviser, encore une fois, de mettre à jour la loi de 2011. Et donc, on vous posera la question, Didier Truchet, encore une fois, la responsabilité du législateur, du praticien, du patient, de ses proches et aussi peut-être du magistrat qui aura un jour à instruire des affaires en justice. À ma droite, j'ai le plaisir de saluer Éric Fiat. Bonsoir Éric Fiat. Bonsoir. Alors, Éric Fiat, vous êtes philosophe, vous aussi, professeur d'éthique médicale et hospitalière à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, membre de l'Observatoire national de la fin de vie, la commission d'éthique de la Société française d'hématologie. Vous participez au conseil scientifique du département de recherche en bioéthique du Collège des Bernardins. Vous intéressez
s'intéresser à la place du corps, à l'incarnation, bien entendu, dans la réflexion morale. Et vous venez de publier un livre au titre un peu provocateur, que je salue, Ode à la fatigue, où vous nous apprenez qu'il y a de bonnes fatigues, qu'on peut retourner sans doute en atout, bien sûr. C'est un livre qui est de 416 pages, donc qui est paru aux éditions de l'Observatoire, 19 €. Et je ferai comme Marie Notre-Dame, je rappellerai les références de ce livre avant de clore encore une fois cette première partie du mardi des Bernardins. Alors, je rappelle le contexte, encore une fois, les états généraux de la bioéthique. On sait qu'il s'agit encore une fois de prendre le pouls à la fois d'experts, de praticiens, mais aussi du quidam, d'une certaine façon. Dans quelle mesure la question y a-t-il des limites éthiques et si oui, lesquelles au fulgurant progrès médical? Cette question, elle sous-tend évidemment les états généraux de la bioéthique, mais elle est aussi censée les surplomber, car à la fin des fins, il va bien falloir effectivement élaborer, modéliser un projet de loi. Alors, je me tourne vers vous, François-Xavier Bellamy. Vous êtes élu, encore une fois. Vous êtes sensible, évidemment, à ce qu'on appelle l'opinion. Aujourd'hui, d'ailleurs, comment dire, quand je disais tout à l'heure, le sociétal a l'air de prendre le pas sur le politique. On ne sort pas, encore une fois, de cette pente. Vous, quand vous abordez la question, encore une fois, des règles éthiques, je retourne. Y a-t-il des règles éthiques? Pourquoi on se pose la question? Parce qu'on a le sentiment parfois que dans certains pays ou dans certaines cultures, on ne se pose pas la question de l'éthique. François-Xavier Bellamy. D'abord, merci infiniment pour votre invitation et je voudrais m'associer à vos remerciements pour dire ma reconnaissance aux étudiants de Blomet, de Prépa et de D1 qui ont préparé cette table ronde. Et je crois que c'est vraiment une chance pour nous de nous retrouver pour échanger sur ces questions qui sont sans doute parmi les questions politiques majeures des décennies à venir, parce que à travers ces questions, nous avons la chance de pouvoir nous poser tous ensemble la question de savoir au fond ce qu'est la condition humaine, ce qu'est l'expérience humaine et ce qu'elles peuvent ou doivent devenir. Il n'y a sans doute pas d'autres générations avant nous qui aient eu l'occasion de se poser de façon si concrète des questions qui touchent à ce qu'est la réalité de notre vie. Et je crois que c'est une chance et en même temps une immense responsabilité. Alors pour répondre à votre question, je commencerai en disant que je crois qu'aucune société, aucune culture dans le monde a pu se constituer et se développer sans rencontrer le souci éthique. De manière différente, bien sûr, et en y apportant des réponses qui sont infiniment variées dans l'histoire et dans l'espace, mais malgré tout, avec toujours cette même interrogation qui traverse les comportements humains. Le propre de notre expérience humaine, c'est que nous ne nous contentons pas d'agir, mais nous nous regardons agir, nous nous pensons agissant, et nous nous interrogeons sur les circonstances de nos actes, sur ce qui les précède et sur ce qui les suit, c'est-à-dire d'une certaine manière sur l'expérience de notre responsabilité. Et cette question de la responsabilité, elle se vit d'une manière singulièrement nouvelle dans la question que nous nous posons ensemble ce soir, parce que nous sommes devant une augmentation absolument inouïe du champ de notre propre pouvoir d'agir. Et il me semble que la question que nous rencontrons se présente à nous d'abord comme l'occasion d'un véritable défi éthique. En 1974, un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas avait eu l'occasion de formaliser ce défi éthique dans un texte qui s'intitulait « Le principe responsabilité ». C'était une réponse à un autre ouvrage qui avait été écrit par un autre philosophe allemand qui s'appelait Ernst Bloch et qui s'intitulait pour sa part « Le principe espérance ». Dans le principe espérance, Ernst Bloch se faisait le théoricien d'une forme d'optimisme confiant envers le pouvoir humain d'inventer des solutions nouvelles et de régler les problèmes que les solutions qu'il met en œuvre peuvent constituer de façon inédite. Ernst Bloch disait en substance que nous n'avions qu'à laisser se développer les possibilités nouvelles offertes par la science et par la technique et que les générations qui viendraient auraient la capacité de résoudre les problèmes que ces possibilités nouvelles auraient peut-être constitués. Le principe espérance était un éloge de l'optimisme, et il est vrai que nous vivons dans un monde qui partage bien souvent cet éloge de l'optimisme, ou en tous les cas une forme d'injonction à l'optimisme, en nous disant que toute interrogation devant le progrès technique doit être considérée comme une forme de peur ou d'expression d'une inquiétude qui n'a pas de légitimité rationnelle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point, puisque nous sommes ici au Collège des Bernardins, à quel point
une forme spirituelle de cette exhortation à renoncer à la peur peut servir parfois à couvrir cet engagement à l'optimisme. Je pense à cette célèbre formule du pape Jean-Paul II qui avait commencé son pontificat en disant « N'ayez pas peur » et qu'il nous arrive très souvent d'entendre comme une forme d'engagement à renoncer à tout ce qu'il peut y avoir en nous de passion triste, de nostalgie, de mélancolie, de conservatisme ou d'inquiétude devant l'avenir. Et c'était exactement de cette perspective qu'Ernst Bloch s'était fait le défenseur dans Le Principe Espérance. Ce texte, finalement, a laissé surtout pour postérité le fait d'avoir suscité cette réponse magnifique de Hans Jonas qui, en 1974, donc, publie un texte intitulé « Le Principe Responsabilité », dans lequel il dit à quel point nous sommes obligés d'inventer une nouvelle éthique. Pourquoi ? Eh bien parce que nous vivons l'occasion d'une extension extraordinaire de notre pouvoir d'agir. Or, le souci éthique que nous évoquions à l'instant, il est directement corrélé à notre pouvoir d'agir. Si vous n'avez aucune capacité d'action, vous ne rencontrez jamais aucune forme de scrupule moral. Vous n'avez pas de dilemme lorsque vous êtes dans le coma et vous n'avez pas à vous inquiéter de votre responsabilité morale lorsque votre capacité d'agir est extrêmement faible, voire nulle. Plus votre capacité d'agir est grande et plus le souci éthique doit grandir, lui aussi. C'est toute la noblesse d'ailleurs de la responsabilité politique que de porter avec elle le souci éthique qui accompagne un pouvoir plus grand que celui du commun des mortels. Plus notre capacité d'agir augmente, plus notre préoccupation éthique doit s'étendre avec elle. Et de fait, nous sommes aujourd'hui parvenus à l'heure du plus grand pouvoir et nous avons aujourd'hui une capacité d'action qui dépasse celle de toutes les générations qui nous ont précédés. Pour Hans Jonas, le point de rupture, c'est le nucléaire. C'est-à-dire avec l'apparition de l'énergie nucléaire, et notamment de la bombe atomique, nous sommes capables aujourd'hui de détruire la possibilité même de la vie humaine sur la Terre pour les générations qui viennent. Si tout l'arsenal nucléaire stocké à la surface de la planète explosait simultanément, la vie humaine sur la Terre deviendrait impossible. Et c'est la première fois qu'une telle situation existe. Même les plus grands empereurs de l'histoire, même les plus grands tyrans du passé, ont pu faire du mal, bien sûr, autour d'eux, mais jamais avec tout leur pouvoir, ils n'auraient pu mettre en danger la survie de l'humanité sur la Terre. Nous sommes les premiers à rencontrer une telle extension de notre responsabilité morale. Et nous devons par conséquent inventer ce que Jonas appelle l'éthique du futur, qui ne peut plus se contenter des maximes du passé. L'éthique de la tradition était centrée sur la proximité parce que c'est à mon prochain que je peux faire du bien ou du mal. Dans le monde classique, je ne peux agir que sur celui qui est proche de moi dans l'espace et dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle il faut que je me soucie de mon prochain et que j'aime mon prochain comme moi-même. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire du bien ou du mal à celui qui est notre lointain dans l'espace. Et le défi écologique montre bien à quel point nous sommes, pour la première fois, totalement solidaires dans le destin de l'humanité à la surface de la Terre. Nous pouvons faire du bien ou du mal à notre lointain dans l'espace. Nous pouvons faire du bien ou du mal à notre lointain dans le temps. C'est-à-dire que nous pouvons agir sur le destin des générations qui viennent. Et nous avons donc une responsabilité envers ceux qui n'existent pas encore, nous dit Jonas. C'est là quelque chose de totalement nouveau, bien sûr, et qui est un véritable défi éthique, penser une responsabilité qui nous engage à l'égard de ceux qui n'existent pas encore, à l'égard d'un tiers qui n'a pas encore d'existence et qui n'est pas encore né. Eh bien, ce nouveau souci éthique, nous devons le formuler de la manière suivante, nous dit Jonas, charge pour nous de lui donner une signification concrète, agis de telle sorte que ton action soit toujours compatible avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la Terre. Et cette vie authentiquement humaine sur la Terre, eh bien, elle doit nous être imputée comme un élément de notre responsabilité désormais. Nous avons le devoir de ne pas procéder au suicide de l'humanité. Pourquoi ? Pour une raison très simple, nous dit Jonas, parce que nous avons reçu la condition humaine et que nous ne l'avons pas produite, que nous ne sommes pas les auteurs de notre propre vie, que nous n'avons pas construit notre propre expérience et que par conséquent, puisque nous en sommes les héritiers, il nous appartient de la transmettre. Ceci ne nous appartient pas. Nous sommes en quelque sorte les bénéficiaires d'une humanité qui n'est pas notre propriété et qu'il ne nous appartient pas de ne pas léguer à ceux qui nous suivront. Et donc cette nouvelle éthique, en tous les cas, elle nous donne un indice du défi devant lequel nous sommes placés aujourd'hui. Défi complexe, bien sûr, parce que permettre qu'une vie authentiquement humaine sur la Terre puisse continuer d'être possible suppose de prendre en charge les deux directions de cette préoccupation. La vie humaine pourrait être détruite par ce qui annihilerait ses conditions de possibilité, et c'est par exemple la catastrophe nucléaire, mais elle pourrait aussi bien être détruite par quelque chose qui viendrait l'augmenter au point qu'elle ne ressemblerait plus à une vie authentiquement humaine.
Et ce que dit Jonas en 1974 est en quelque sorte annonciateur de la question que nous nous posons aujourd'hui. Le transhumain est-il encore un humain ? Le progrès technique qui viendrait augmenter l'humain peut-il accroître ses capacités, accroître sa longévité, accroître ses facultés sans le dénaturer ? Ou à quel point pourrait-on dire que cet accroissement constituerait une forme de dénaturation et, pour reprendre l'expression de Hans Jonas, la constitution non pas d'un être humain mais d'un robot d'apparence humaine qui vivrait dans un corps d'apparence humaine. Il y a là quelque chose qui évidemment constitue un programme chez Jonas qui n'est pas du tout achevé et c'est à nous qu'il appartient de donner une signification à ce programme et nous sommes de ce point de vue-là devant un défi éthique absolument considérable. Ce défi éthique est aussi, me semble-t-il, un défi politique majeur. Un défi politique majeur parce que la technique contemporaine, et c'est ce qui se trame dans l'intitulé de la question qui nous a été posée, la technique contemporaine semble constituer en tant que telle une provocation à la politique. Une provocation à la capacité des responsables politiques de réguler ce qui se joue dans le progrès de la technique. Et c'est un argument que nous entendons très souvent, que j'entendais encore ce matin sur une radio dans un débat sur le transhumanisme, celui qui échanger sur ce plateau sur le transhumanisme et avec qui j'avais l'occasion de dialoguer me disait « De toute façon, vous êtes pour ou contre, ça ne change absolument rien. Quoi que vous en pensiez, ça va arriver, ça va se faire. » Et d'une certaine manière, on pourrait dire que la question que vous avez choisi de poser ce soir nous renvoie au sentiment vertigineux d'une forme de disparition ou de disqualification des formes politiques classiques. Comme si les États, comme si les démocraties, comme si nos pays ne pouvaient plus opposer leurs outils traditionnels que sont la loi, la régulation, l'administration, à cette capacité extraordinaire de la technique à constituer une nouvelle configuration de l'humanité. Et je crois que le rendez-vous devant lequel nous nous trouvons placés nous invite en réalité à redonner tout son sens à l'expérience politique, ce qui suppose d'une certaine manière de venir aussi la réinventer dans son extension, là aussi. Hans Jonas nous dit que ce qui fait le talon d'Achille des démocraties devant la situation que nous traversons aujourd'hui, c'est leur rapport à la temporalité. Parce que les démocraties sont construites sur le fait qu'elles doivent répondre aux aspirations des citoyens qui s'expriment à travers les élections. Ces citoyens sont majeurs, ils sont adultes, ils sont les citoyens d'un présent qui s'expriment dans le temps court d'un mandat politique et dans le temps court de la responsabilité politique. En réalité, aujourd'hui, nous devrions intégrer à nos décisions politiques non seulement des enfants qui seront demain les héritiers des choix que nous faisons aujourd'hui et qui, au sens littéral du terme, infants, ne parlent pas encore, qui ne partagent pas la délibération publique, mais aussi nous sommes engagés envers des générations qui n'existent pas encore et qui donc, par conséquent, ne sont pas aujourd'hui capables de prendre part à la délibération publique. Ceux qui n'existent pas encore n'ont pas de lobby, fait remarquer Hans Jonas. Il n'y a pas de groupe d'intérêt qui les défendent, il n'y a pas de partis politiques qui prennent en charge leurs convictions. Et nous avons à repenser donc notre expérience politique. Nous avons aussi certainement à repenser, dans la perspective de la mondialisation, cette solidarité qui nous lie d'une manière totalement unique à travers le défi écologique, mais aussi à travers ce défi qui est celui de l'avenir de notre propre humanité, qui imposera exactement comme le défi écologique, que nous soyons capables de prendre tous ensemble des décisions convergentes ou de partager, à tout le moins, une délibération collective devant ces enjeux qui touchent à la globalité de notre humanité et qui nous lient dans une responsabilité, pour la première fois, absolument globale. Et enfin, je dirais, et je terminerai par là, qu'à travers ce défi éthique et ce défi politique, nous sommes aussi devant un défi, nous pouvons le dire ici et ce soir, dans ce cadre des Mardis des Bernardins, devant un défi qui est sans doute de nature spirituelle. Je ne dirais pas théologique, bien sûr, mais de nature authentiquement spirituelle. Ce qui me frappe beaucoup dans les débats qui entourent ces sujets, quelle que soit la position que nous pouvons avoir à l'intérieur de ces débats, c'est qu'une question qui est finalement assez rarement posée est celle du but des changements que nous voyons se dessiner devant nous. Tout se passe comme si, dans le monde contemporain, le changement était devenu à lui-même sa propre fin, son propre but, sa propre raison d'être. Tout se passe comme si le changement devait s'imposer de lui-même, comme s'il portait en lui-même sa propre finalité. Le changement, et nous le voyons bien d'ailleurs sur le plan politique, est devenu le slogan universel. Nous le voyons aussi dans la vie de nos entreprises, de nos associations. Nous le voyons dans nos vies collectives. Changer est devenu la règle.
Toutes les élections dans notre pays se sont jouées depuis 50 ans maintenant sur la promesse du nouveau, de la rupture, de la transformation, de la nouveauté. Il faut choisir le changement, il faut vouloir être en marche, mais derrière ce slogan, il n'y a pas quelque chose qui caractériserait une famille politique parmi d'autres, quelque chose qui traverse au fond la conscience occidentale aujourd'hui d'une manière extrêmement commune. La mobilité, la transformation, la rupture, la disruption, l'innovation sont en tant que telles des valeurs qu'il faut épouser, des injonctions auxquelles obéir, des comportements à adopter. Et pourtant, nous avons l'idée la plus nécessaire du changement avec la conception la plus faible qui soit du but de ce changement. Nous croyons qu'il faut changer, qu'il faut transformer, qu'il faut réformer, mais nous avons la plus petite idée du moment où nous pourrions nous dire « Voilà, nous sommes arrivés ». Et je sais qu'Éric Fiat vient de consacrer un livre essentiel à la question de la fatigue, et c'est d'ailleurs tout à fait frappant que le monde contemporain soit celui dans lequel la fatigue est bannie, précisément parce qu'il faut l'activité permanente, et la fatigue, en tous les cas, a quelque chose d'exaltant dans la mesure où elle témoigne de notre hyperactivité, mais elle ne doit jamais être écoutée comme le moment où le repos devient nécessaire. Se reposer nous est en quelque sorte devenu physiquement insupportable, précisément parce que nous ne savons plus à quel endroit nous pourrions estimer que nous sommes enfin arrivés. Eh bien, ce monde contemporain a quelque chose d'épuisant, parce que dans ce monde contemporain, nous sommes les sujets du changement, ballottés par notre propre pouvoir de changer, de transformer, de modifier le monde, sans avoir d'idée quant au but que nous poursuivons, c'est-à-dire au point d'arrivée qui pourrait servir à donner sens à nos mouvements. Le défi spirituel me paraît se trouver ici, non pas dans la question de savoir s'il faut changer ou ne pas changer, non pas dans le fait de savoir s'il faut libérer ou non les progrès de la technique, non pas dans le fait de savoir, pour reprendre l'intitulé de notre question de ce soir, s'il faut fixer des limites au pouvoir de la technique et si oui, lesquelles, mais plutôt dans la question de savoir vers où nous voulons diriger les potentialités nouvelles que nous offre notre capacité d'agir et notre capacité de savoir. Quel est le point d'arrivée que nous visons tous ensemble ? Quelle est la destination qui nous paraît mériter l'effort collectif que nous déploierons à travers les prodiges de la science et de la technique ? La science et la technique ne portent pas en elles-mêmes la moindre idée du but. La technique multiplie les possibilités, mais il faut, pour que ces possibilités aient un sens, et pour que nous nous décidions collectivement à les adopter ou à ne pas les adopter, que nous puissions cultiver ensemble l'expérience, par l'expérience spirituelle, par le travail philosophique, par l'interrogation éthique, par le débat politique, que nous puissions cultiver ensemble le sens du but vers lequel nous voulons diriger notre effort. Sans quoi nous risquons fort de faire en réalité de notre optimisme l'occasion d'une gigantesque dépression collective. Parce que cet optimisme qui nous dit que le meilleur est toujours pour demain sera simplement l'occasion de ne pas considérer ce qu'il y a de bon aujourd'hui, ce qui mérite dans ce que nous avons reçu d'être considéré, d'être admiré, de susciter notre étonnement et notre émerveillement pour pouvoir être transmis. Si nous nous bornons à ce simple optimisme qui nous dit en permanence qu'il faut changer parce que le changement est en tant que tel nécessaire, nous exprimerons à travers lui notre incapacité à nous réconcilier avec le présent. Et cette incapacité, ne nous y trompons pas, elle sera structurelle et non pas conjoncturelle. Les réalités de demain qui nous paraissaient magnifiques hier seront elles aussi décevantes au regard des changements nouveaux qui ne cesseront de se présenter sous nos yeux à travers les déploiements successifs du progrès de la technique et de la science qui a pour propriété de ne jamais s'arrêter. La question qui se pose à nous est donc à quel endroit pourrons-nous nous dire que nous sommes ensemble arrivés ? À quel endroit pouvons-nous nous dire aujourd'hui que nous voulons ensemble arriver ? Et si nous poursuivons dans cette perspective du changement permanent, de la réforme continuelle, de l'augmentation perpétuelle, sans avoir d'idée de ce vers quoi nous dirigeons notre effort, nous risquons fort en réalité de constituer, dans les miracles successifs de notre technique et de notre science, l'occasion en fait de notre propre malheur. C'est devant ce triple défi que nous sommes placés aujourd'hui, et je crois, encore une fois, que c'est une très grande chance pour nous de pouvoir le partager ensemble ce soir. Merci François-Xavier Bellamy. Didier Truchet, François-Xavier Bellamy parlait du rapport à la temporalité, de l'extension
de la puissance, on peut dire, de la science médicale. On a parlé tout à l'heure des États généraux de la bioéthique. La loi de 2011 doit être révisée. Qu'est-ce qui justifie la révision ou, si je puis dire, le délai de péremption à 8 ans d'une loi dans ce domaine? Rien. Rien. Rien, si ce n'est qu'en 2011, le législateur a prévu qu'il y aurait une révision tous les 7 ans. Et donc, on y est. Rien, quand même, un petit quelque chose. C'est-à-dire que le grand problème du droit ou du juriste, c'est le décalage avec l'évolution. Le droit ne peut pas et ne doit pas anticiper. Mais il ne peut pas non plus être trop en retard, parce qu'alors ces règles ne sont pas appliquées. Et c'est vrai dans absolument tous les domaines, et notamment dans celui qui nous intéresse. Est-ce que la tendance aujourd'hui, ça n'est pas de demander au droit ou au législateur de ratifier des situations de fait? Alors ne confondez pas le droit et le législateur. Oui, enfin la loi. Ce n'est pas du tout la même chose. Demander au législateur de ratifier un certain nombre d'évolutions, oui, et ça a toujours été. Et ça n'est pas anormal. Dès lors que la ratification est très souvent aussi l'occasion de fixer des limites, précisément. Il est extrêmement rare que, ce n'est même jamais arrivé en matière d'éthique, que le législateur dit oui. Il dit parfois non. Non à l'heure actuelle à la GPA, par exemple, on verra ce qu'il en est. Et la plupart du temps, il dit oui si, oui mais, oui à condition que, consentement, obligation d'assurance, autorisation. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que le législateur qui peut le faire avec la force toute particulière de la loi et sa sanction. Donc, il est assez raisonnable, tous les 7 ans c'est un chiffre mythique, mais il est assez raisonnable de se reposer régulièrement, que le législateur se repose régulièrement, la question de l'adaptation du droit, non seulement aux techniques, mais aussi aux attentes sociales. Ça, c'est tout simplement un problème de démocratie. Le législateur n'est d'ailleurs pas la seule source de droit. Le législateur lui-même doit inscrire ses lois dans les règles européennes et dans les règles internationales, celles des traités auxquelles... Pardon ? C'est le lit commun. Où est le lit commun ? Le creux du lit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lit commun. C'est une chambre compliquée. Il y a beaucoup de lits. Oui. La couche commune, c'est ce qui récupère le tout, c'est le droit national, c'est-à-dire le législateur. Cela dit, il ne faut pas trop attendre du droit, précisément. Et très souvent, on en attend trop en l'instrumentalisant dans un sens ou dans l'autre. Le droit a sa force, mais il a aussi ses propres limites. J'ai cru dans mon jeune temps, mais mon jeune temps est lointain. Puis de moins en moins, hélas, au fait que le législateur, le droit, pas seulement la loi, mais le droit, pourrait fixer des limites intangibles à telle évolution technique, sociale, sociétale, etc. Non, ça n'est pas vrai dans une société démocratique. Il encadre des évolutions, mais comment pourrait-il les bloquer, surtout dans un monde mondialisé? Alors on essaie, et dans une certaine mesure on arrive, de trouver des équilibres raisonnables. Des équilibres raisonnables entre les demandes des uns et les craintes des autres. Mais il faut bien comprendre, la question qui nous est posée par les élèves qui nous reçoivent, quelle limite éthique est à la fulgurante progression médicale? Limite éthique. Dans le fond, le juriste devrait passer la main. Et les limites éthiques sont différentes des limites juridiques ou l'inverse. L'éthique est une source d'inspiration de la règle juridique. Il n'est pas du tout assimilable. J'en ai fait, d'ailleurs, très directement l'expérience dans ça va pas durer très longtemps, mais les 2 ou 3 ans où j'ai été membre du Comité national d'éthique et où j'ai vu, avec les magistrats, sur 40, on était 5 juristes, et nous étions tous un peu mal à l'aise devant des débats éthiques
qui nous passionnaient et nous concernaient, mais où nous ne retrouvions pas nos instruments juridiques. Et très souvent, quand on se tournait vers nous en disant « Que dit le droit ?», nous répondions « Pour l'instant, rien sur ce point ». Où il dit ceci, « Ah oui, mais il faudrait changer ». Peut-être faudrait-il changer. Ça, c'est une réflexion éthique, c'est une réflexion politique, et ça n'est pas une réflexion proprement juridique. Il y a une forme d'incompréhension dans le passage de l'éthique au droit. Une forme d'incompréhension et probablement de déception. Ce mot de l'éthique au droit, cette expression, je ne l'ai pas prise au hasard. C'était il y a exactement 30 ans, c'était extrêmement tôt, le titre d'un rapport prémonitoire du Conseil d'État, dont je conseillerais encore aujourd'hui la lecture. Tout a changé, mais la réflexion du Conseil reste vraiment très bonne. Et c'était intitulé « De l'éthique au droit ». Et dans ce passage de l'éthique au droit, il y a, je le disais, beaucoup d'espoir lorsque, essentiellement, ceux qui contestent les pratiques en cours ou à venir, et dans une certaine mesure, je peux être de cela. Il y a beaucoup d'espoir, disant, mais vous, juristes, vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter ces dérives, les délires transhumanistes. Vous avez des principes pour ça, vous avez des règles pour ça. C'est l'espoir. Mais la déception est que nous avons des principes, nous en avons beaucoup. Il suffit, je vous conseille aussi cette lecture, c'est tout simple. Vous allez sur Légifrance, Code civil, article 16 à 16.9. Vous voyez que ce sont de courts articles pour une fois. Donc c'est pas, et ce ne sont pas des articles techniques. Vous avez les principes. Vous avez les principes. Et ces principes sont respectés. Et quand ils ne sont pas respectés, je ne suis pas trop long, je peux ajouter... Je vous en prie. Quand ils ne sont pas respectés, je vous dirai pourquoi ce n'est pas dramatique. Nous avons des principes, mais si la société démocratique, ceux qui la représentent, souhaitent modifier ces principes, il n'y a pas de considération de droit naturel qui pourrait s'y opposer. Dans le respect des règles constitutionnelles, des règles européennes, je ne vais pas entrer dans la technique juridique, mais le droit est assez efficace, il est présent, mais il ne peut pas, il ne doit pas être intangible. Et il n'a en tout cas pas le pouvoir, ce serait absolument contraire à la liberté, à la Déclaration des droits de l'homme, de dire stop aux recherches médicales ou à la fulgurante progression médicale. Au nom de quoi pourrait-on dire en 2018, on arrête tout? Plus de recherche médicale en quoi que ce soit. Pourquoi ne l'aurait-on pas dit au temps de Galilée? Pourquoi ne... Au nom de quoi? En tout cas, ce n'est pas la capacité du juriste. Un dernier mot sur le point. On pourrait dire à juste titre, oui, mais les principes juridiques, ils sont violés. Ils sont violés tous les jours par des gens qui vont à l'étranger, bénéficier ou subir les pratiques qui sont illégales en France. Est-ce si grave? Non. À mes yeux, non. À mes yeux, non, parce que ce qui est important, c'est que la loi fixe un interdit. Qu'elle fixe un interdit, avec d'ailleurs des sanctions civiles et pénales, vous évoquiez la responsabilité éventuellement, mais ensuite, c'est la liberté de chacun que de violer l'interdit. Notre droit est assez bien fait, droit libéral, pour poser des règles et en réprimer la sanction. C'est exactement ce que je disais lors de débats sur serpent de mer, sur la légalisation des drogues douces, ou soi-disant douces, dont un certain nombre de turiféraires disaient « mais c'est absurde, je ne sais pas, 50% des jeunes Français ont consommé du cannabis, votre loi est absurde ». J'ai répondu « c'est pas parce qu'elle est violée qu'elle est absurde. Elle montre une volonté politique, démocratique et sociale de poser un interdit avec des sanctions, plus ou moins appliquées, mais
peu importe, cet interdit est en lui-même extrêmement important. Changer la règle au seul motif qu'elle serait souvent violée serait à mes yeux une démission. Voilà, je ne veux pas... C'est un peu paradoxal, Didier Trouchet, parce que c'est le paradoxe du droit. On parle du law shopping, donc la faculté que peuvent se réserver certaines personnes d'échapper effectivement à des règles sur leur territoire à eux, national, le contourner et puis revenir ensuite dans leur propre pays et faire encore une fois, ratifier cette fois le choix qu'ils ont fait en infraction, si je puis dire, avec la règle de leur propre pays. Alors, si vous multipliez ça par... Alors, vous estimez encore une fois que c'est marginal, sans doute. Mais si ça n'était plus marginal, le fait de dire que je pose le principe, et ce principe a une valeur en soi, mais ceux qui ont la possibilité ou qui tiennent à le contourner, eh bien, tant mieux ou tant pis pour eux, est-ce qu'il n'y a pas un risque, là, quand même Mais... Bien d'ouvrir une brèche, il y a un risque. Et un Titanic le pire risque que je vois en vous, c'est la dictature. Parce que si vous suivez, là je vous fais un procès d'intention, et vous m'avez demandé si j'étais heureux d'être ici, je suis heureux de vous faire un procès d'intention. Si on suit votre raisonnement jusqu'au bout, si on veut une règle totalement efficace, alors on commence par fermer les frontières. Plus personne ne sort. Plus personne ne va se faire une PMA en Amérique ou aux Indes. Alors là, oui, on a un droit qui sera très bien respecté. Est-ce ce que nous souhaitons? Donc, si je vous comprends bien, il faut un droit qui vous paraît conforme, encore une fois, à une certaine... Alors, je suis désolé, on revient de l'éthique au droit, on revient donc à la source même, celle du droit. Donc, c'est une façon, à une anthropologie, à une conception de l'homme, à une conception de l'humain. Et tant pis si, encore une fois, tout ça est contourné. C'est pas une conception de l'homme, enfin peut-être... C'est surtout une conception de la liberté. Est-ce que tout est monnayable? C'est une conception de la liberté. Et ça, je crois qu'on l'oublie beaucoup dans nos débats. Je pense que les premières limites éthiques, quelles limites éthiques, sont d'abord des limites éthiques individuelles. Personne n'est obligé de recourir aux techniques qui lui déplaisent. Je reviens à François-Xavier Bellamy et à son propos, Didier Trouchet, quand il parlait tout à l'heure de la place à faire à ceux qui ne sont pas là, à ceux qui ne sont pas représentés, à ceux qui n'ont pas de lobby. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble que là, il y a une contradiction. Là, je ne vois pas de contradiction. François-Xavier Bellamy, si je vous ai bien entendu. Ce qui est certain, c'est que... Qui a voix au chapitre? Les vivants adultes? On ne peut pas considérer qu'une société soit une juxtaposition d'individus qui ont chacun leur bulle de liberté. Il y a bien quelque chose qui nous lie et qui nous relie profondément. Et d'ailleurs, dans ces questions, ce qu'il y a de magnifique, c'est que nous éprouvons le lien qui nous rattache aux autres. C'est-à-dire qu'une transformation de la condition humaine par les progrès de la médecine, qui ne serait plus tout à fait de la médecine d'ailleurs, si elle en vient non plus à réparer l'humain, mais à l'augmenter. C'est un débat sur lequel Éric Fiat nous éclairera certainement bien mieux que je ne pourrais le faire. Cette transformation-là nous engage tous. Elle nous engage tous comme citoyens. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui fait évidemment la noblesse... C'est ce qui s'appelle la démocratie. Évidemment, la noblesse de la démocratie et du débat public, en ce sens que nous sommes liés par quelque chose qui nous est commun. Ce qui m'étonne dans l'argument que vous évoquiez à l'instant, c'est qu'il n'y a que dans les sujets d'éthique qu'il est invoqué et que nous le prenons au sérieux. Je veux dire par là que oui, c'est vrai, notre droit, par exemple sur ces questions d'éthique, se fonde sur une certaine idée de la liberté, de la dignité humaine, de la conception de l'homme et de sa vie en société. Et nous reconnaissons que ce droit est fondé sur une conception à laquelle nous tenons. Et c'est vrai que certains vont contourner la loi de notre pays pour pouvoir procéder à des actes qui sont interdits en France et qui sont autorisés ailleurs. Et nous disons aujourd'hui, vous voyez, ça se passe ailleurs, donc il faut le faire ici. Mais ça ne nous vient pas du tout à l'esprit de proposer ce même raisonnement quand il est question de fiscalité. Or pourtant, il y a de la fraude fiscale. Mais nous ne disons pas, attendez, c'est quand même scandaleux, des gens partent en Suisse placer leurs économies, eux, parce qu'ils en ont les moyens, ils peuvent payer des fiscalistes et des banquiers efficaces, alors que les gens qui ont des revenus plus modestes sont contraints de payer l'impôt sur le revenu en France. Donc, alignons-nous sur la fiscalité suisse. Personne ne dit ça. Personne ne dit les grandes entreprises peuvent rémunérer des travailleurs détachés qui viennent des pays de l'Est où le droit social est infiniment moins favorable. Alignons notre droit sur le droit social le moins favorable au monde. Personne ne dit ça. Et pourquoi faudrait-il que, en matière éthique, on nous dise, puisque certains vont pratiquer des actes qui sont interdits ici, il faudrait les autoriser ici?
entendons-nous bien, je ne dis pas que le débat soit clos sur le fait que ces actes soient justes ou non, mais qu'on parle enfin à notre intelligence et pas à notre bêtise, et qu'on nous dise enfin pourquoi ces actes sont justes, s'ils le sont. Mais ce n'est pas parce qu'ils se font ailleurs qu'ils devraient se faire ici, ça n'a littéralement aucun sens. Et ce n'est pas parce que la loi est violée, et même souvent violée, qu'elle devrait être abrogée. Le code de la route est violé tous les jours, et pourtant il est parfaitement nécessaire. Merci François-Xavier Bellamy. Eric Fiat, François-Xavier Bellamy parlait de cette extension infinie, encore une fois, de la puissance ou du progrès, alors aussi bien de la recherche médicale, évidemment, que des applications. On a aussi évoqué, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Didier Truchet, les attentes sociales. On a le sentiment qu'on est un peu confronté, d'une part, à l'autorité de la technique, on l'a évoqué, mais aussi à l'autorité du consommateur, de droit. Du consommateur, précisément je repense au thème de la vie liquide, de la société liquide, la plasticité infinie, avec Zygmunt Bauman. Alors, moi, il me semble que, en effet, on ne peut chercher ses limites à ce que nos jeunes amis ont appelé les progrès fulgurants de la médecine que dans une anthropologie. C'est-à-dire que dans une considération de l'être humain comme tel. La nature ou Dieu, ça je ne sais pas, a fait cette merveille, je trouve, cette merveille qu'est l'être humain. Cet être humain, comme disait Sophocle dans Antigone, c'est un être dainon, c'est-à-dire un être à la fois merveilleux et effrayant, capable du meilleur comme du pire. Eh bien, il me semble que cet être que la nature a fait, qui est à la fois plein de puissance et plein d'impuissance, qui est à la fois précieux et précaire, mérite qu'on essaie de le préserver. Eh bien, cette préservation-là, à mon avis, c'est toute l'affaire de l'éthique. Alors, je me permets de commenter un peu parce que, étant enseignant, en l'occurrence, ce n'est pas l'enseignant qui donne le sujet, mais ce sont les étudiants qui ont donné le sujet. Le sujet qu'on m'a donné, qu'on a donné à mes collègues, qui l'ont évoqué avec beaucoup de lyrisme, c'est, de sorte que j'ai plus beaucoup de temps pour traiter mon sujet, c'est donc quelle limite au progrès fulgurant de la médecine. Tout d'abord, y a-t-il un progrès fulgurant de la médecine ? Fulgur, en latin comme en grec, ça veut dire le feu. C'est-à-dire que la médecine serait prise par une espèce de mouvement, en effet, de feu qui embraserait tout. Je ne suis pas sûr que les progrès de la médecine soient fulgurants. La médecine a fait beaucoup de progrès, mais il y a dans les EHPAD, il y a dans les unités d'oncologie beaucoup d'êtres qui n'ont pas l'impression que les progrès de la médecine soient fulgurants, vous savez. N'est-ce pas un fantasme que de penser que les progrès de la médecine ont été fulgurants au XXe siècle ? Non, nous continuons à être malades, à être déprimés, à vieillir pas très bien, à perdre nos facultés. La maladie d'Alzheimer, enfin, qui malheureusement fait des ravages, est un peu l'indice du fait qu'il n'est pas sûr que les progrès de la médecine soient fulgurants. Alors en même temps, j'accepte totalement l'idée d'une fulgurance, parce que ce qui m'inquiète, c'est pas la médecine, ce que suggère d'ailleurs M. Bellamy, c'est au fond son dépassement. C'est-à-dire que ne m'inquiètent pas du tout les techniques médicales qui essaient de remédier aux maux de situation, c'est-à-dire une maladie, c'est-à-dire une perte. Ce qui m'inquiète, c'est une technique qui essaierait de remédier aux maux de condition humaine. Et ça vient peut-être. Je veux dire par là que ce qui m'inquiète, c'est pas la technique médicale comme telle. D'ailleurs, j'espère qu'elle va continuer à progresser. J'espère que bientôt, un savant à blouse blanche dira qu'il maîtrise cette maladie dégénérative qu'on nomme la maladie d'Alzheimer. Non, ce qui m'inquiète, c'est l'investissement dans la technique médicale de fantasmes très archaïques, si vous voulez. Et en effet, il y a très longtemps que les hommes ont envie de voler, d'être invisibles, d'être aimés à loisir, d'être toujours sereins, de ne pas vieillir, de ne pas mourir, de ne pas souffrir, de faire un enfant tout seul, de changer de sexe, de se souvenir mieux, de calculer mieux. Ça, c'est très, très ancien de l'histoire de l'humanité. C'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Mais il fut une époque où ces fantasmes-là, eh bien, n'étaient pas réalisables. On allait voir les druides, on allait se plonger dans la fontaine de Jouvence, on montait sur les tapis volants, ça marchait pas très bien. Maintenant, ce qui peut m'inquiéter, en effet, c'est l'investissement
dans la technoscience de désirs ou de fantasmes très anciens. Et alors, je ne dirais pas qu'il faut poser des limites au progrès médical, mais il faut fixer des limites à l'investissement de la médecine dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la médicalité. Et alors, je crois en effet que pour cela, il faut trouver des limites éthiques. J'essaie de travailler mon sujet. Quelles limites éthiques au progrès fulgurant de la médecine? Alors, premièrement, il n'est pas sûr qu'il y ait des progrès fulgurants de la médecine, mais il y a danger que la médecine sortant de la médicalité devienne fulgurante. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. De l'autre côté, alors quelle limite éthique? Il me semble que limite éthique, c'est presque un pléonasme. Parce que dans le mot éthique, il y a quelque chose comme une invitation à la limitation. Rappelons que le mot éthique vient du grec ethos, mais rappelons que ethos se dit de deux manières. Soit on met un petit e, un epsilon, ethos, et ça veut dire les conduites, les coutumes, les manières de vivre. Soit on met un e long, un ethos, et alors là, ça signifie le lieu, le séjour. L'éthos, ça signifiait l'étable. L'étable, c'était l'éthos des vaches, c'est-à-dire le lieu naturel où les vaches doivent vivre. Et alors, les vaches, en effet, stabulaient, c'est-à-dire que parfois elles sortaient un peu de leur domaine et puis elles revenaient dans leur domaine. Donc il y a dans le mot ethos même quelque chose comme une invitation à revenir à soi-même. Eh bien voilà pourquoi limite éthique, c'est presque un pléonasme. Il me semble que notre devoir, je rejoins tout à fait ce que disait mon collègue Bellamy en évoquant Jonas, notre devoir c'est de faire en sorte que quelque chose d'une condition humaine soit encore possible, faire en sorte que le monde soit encore habitable à l'homme. Eh bien voilà notre devoir, et cela ne peut se fonder que sur une anthropologie. Cette anthropologie, elle repérera que l'homme est un être en effet étrange, dainon, c'est-à-dire à la fois effrayant et merveilleux. Pascal disait « l'homme passe l'homme et infiniment ». Il y a quelque chose en l'homme qui invite au dépassement de l'homme. Mais il y a aussi quelque chose en l'homme qui invite à ne pas dépasser l'homme. Mon anthropologie, elle essaie de tenir ensemble ces deux idées. Et alors cette anthropologie-là, en effet, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire qu'il ne faut être ni technophobe, ni technolâtre. Il me paraît urgent de ne pas choisir entre la technophobie crispée de celui qui dirait que la médecine est en train de brûler la condition humaine et qui oublierait toutes les merveilles que les progrès médicaux ont apportées à l'homme. Mais ne soyons pas non plus technolâtres et ne croyons pas que la technique va résoudre nos maux de condition. Elle n'est pas là pour ça, et si elle essayait de résoudre nos maux de condition, elle sortirait de son séjour originel, voyez. Alors en effet, Descartes voulait que l'homme devint comme maître et possesseur de la nature. Il a essayé de le devenir pour le meilleur ou pour le pire, un peu des deux. Et c'est là que, pour discuter, je pense que, à mon avis, le principe responsabilité ne doit pas nous faire oublier le principe espérance. Nous avons besoin des deux. Un homme vit bien s'il est à la fois responsable et espérant. S'il n'est que responsable et qu'il n'espère plus, il vit mal. S'il n'est que l'inverse, c'est-à-dire qu'espérant et non plus responsable, si je n'étais pas clair, vous me le diriez, il ne vivrait pas bien. Et à propos de la technique, je crois qu'il est urgent de ne pas choisir entre la technophobie et la technolatrie, parce que n'oublions pas que la technique a fait beaucoup de bien aux hommes, tout de même. Grâce à la technique, il est devenu rare que l'homme occidental d'aujourd'hui est froid, qu'il est fin, qu'il est mal. Si je dis l'homme occidental, ça veut dire que je sais qu'il y a des hommes non occidentaux qui ont froid, faim, mal. Si je dis que c'est rare, ça veut dire que je sais que ça existe. Oui, il y a des hommes pas loin d'ici qui ont froid, faim, mal. Mais grâce à la technique, il est merveilleux que les hommes aient aujourd'hui assez rarement froid, faim, mal, quand les hommes du Moyen-Âge avaient tout le temps froid, tout le temps faim, tout le temps mal. Donc tenons ensemble cette idée d'une gratitude vis-à-vis de la technique et cette idée d'une inquiétude vis-à-vis de la technique. Merci Eric Fiat. On va s'efforcer dans les 6-7 minutes qui nous restent pour cette première partie de récapituler. Si je vous ai bien compris, vous craignez un dévoiement, on peut dire, de la médecine. C'est ça, exactement. Vous, François-Xavier Bellamy, vous inquiétez encore une fois de savoir, vous dites vers quelles orientations nous allons tourner nos potentialités, donc sous quel horizon, et vous déplorez le fait qu'il y a une éclipse totale du but. Vous parlez du changement pour le changement, on pourrait dire d'une griserie du changement, mais vers quel cap, la question n'est pas posée. Et quant à vous, Didier Truchet, vous pensez qu'il faut continuer de poser des principes, même s'ils sont contournables, parce que nous sommes en démocratie. C'est bien ça? La synthèse est fort belle.
Oui, bah, écoutez, elle est lapidaire, hein, naturellement. François-Xavier Bellamy, vous aimeriez rajouter, par exemple, le lien entre le dévoiement de la médecine que redoute Eric Fiat et des questions très concrètes qui touchent précisément à la modification génétique des embryons humains, à l'extension de la PMA, à la question de l'euthanasie, qui peuvent être des requêtes, si je peux dire, émises au nom du droit, d'un droit à la dignité, de finir sa vie dignement, d'un droit effectivement à pouvoir accueillir et élever un enfant, etc. Ce que disait Eric Fiat, et qui est, je crois, vraiment absolument nécessaire, dont il est nécessaire de mesurer l'importance, c'est qu'il faut, je crois, absolument sortir d'un débat qui viendrait considérer la technique en général, parce que ça n'a en fait littéralement aucun sens. Et ce qui est vraiment en jeu aujourd'hui et qui est vraiment fascinant, c'est la mutation possible, non pas réelle aujourd'hui, mais possible, de la médecine, et qui se joue non pas dans l'extension de ses capacités de faire ou d'agir, mais dans la transformation de la nature de ce faire, et qui peut être très imperceptible en fait. De son objet. Imaginons que je sors dans la rue, je suis renversé par une voiture, je perds un bras dans l'accident. Je vais voir un chirurgien, et grâce à ces progrès fabuleux de la médecine, le chirurgien sera peut-être capable de me greffer un bras, bien de me greffer un organe artificiel qui me permettra de pallier l'absence de ce bras désormais perdu. Ceci est un acte médical en ce sens que le propre de la médecine, c'est de réparer le corps humain. Alors, lorsque je dis ça, je dis quelque chose qui est en fait infiniment complexe parce que ça nous invite à une définition de la santé. Et paradoxalement, rien n'est plus difficile que de définir ce qui nous est si familier et que l'on appelle la santé. Mais le propre de la médecine, c'est qu'elle s'est fixée pour but depuis sa fondation, dans l'époque où Sophocle chantait justement cet homme Deinon qui retourne vers lui-même son propre pouvoir d'agir, la médecine s'est toujours fixée comme but de rétablir la santé. Et donc, c'est une médecine renaturante. C'est ça, qui se donne pour modèle la nature, en fait. C'est ça. Mais ce qui peut nous inquiéter, c'est une médecine dénaturante. Mais vous avez raison, la frontière entre les deux est parfois très difficile à tracer. Et surtout que l'acte peut être finalement le même. C'est-à-dire, supposons que, encouragé par le succès de l'opération, je revienne voir le chirurgien et que je lui dise « ça a très bien marché la dernière fois, est-ce que je pourrais avoir un troisième bras ?» Eh bien, ce serait peut-être techniquement le même acte, c'est-à-dire greffer un bras, mais en réalité, ce n'est plus un acte médical au sens traditionnel du terme. C'est un acte technique, c'est une prestation technique. Et là, pour le coup, c'est vrai que mon inquiétude personnelle est que nous entrions en fait dans une forme de frustration permanente parce que derrière l'homme 2.0, il y aura l'homme 3.0 et 4.0. Et finalement, nous le voyons bien avec nos téléphones intelligents, n'est-ce pas? Ils sont en permanence dévalués par la promesse de la prochaine transformation. Et c'est cette dévaluation qui nous empêche de nous réconcilier finalement avec le réel. Et cette réconciliation avec le réel, avec l'émerveillement que nous pourrions avoir sur nous-mêmes, c'est, je crois, le grand défi spirituel devant lequel nous nous trouvons. Et moi, je crois que là-dessous, il y a un débat, un vieux débat, c'est le débat entre les gnostiques et les chrétiens. Les chrétiens pensent que le monde a été bien fait et que l'homme a été bien fait. Il vit que cela a été bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas plein de défauts dans le monde et plein de défauts dans l'homme, mais on voit que c'est bon. Les gnostiques, au contraire, pensent que le monde n'a pas été créé par Dieu, mais par un démiurge qui l'a raté, et que le vrai Dieu, c'est pas celui qui a fait le monde, mais celui qui nous en sauvera. Même chose pour l'homme, l'homme n'a pas été fait par Dieu, mais par un démiurge, et le vrai Dieu, c'est celui qui nous sauvera du monde. Je vois à l'origine du transhumanisme quelque chose comme un ressentiment vis-à-vis de la création, quelque chose comme une haine de la nature et comme une haine de l'homme. Et moi, je dirais que, bon, voilà, il faut se réconcilier avec cette idée selon laquelle, malgré tous nos défauts, bien, un peu d'incarnation, ça ne peut pas faire de mal, un peu de limite, ça ne peut pas faire de mal. Merci Eric Fiat. Didier Truchet, vous parliez tout à l'heure d'une espèce de malaise que vous aviez éprouvé en tant que juriste face à des professionnels, entre guillemets, de l'éthique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, malaise, le mot était peut-être mal choisi. J'avais le sentiment de n'être pas exactement sur la même longueur d'onde. Mais c'est assez normal. Et c'est d'ailleurs même l'objet même que du Comité national d'éthique que de rassembler des personnalités qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et ce qui m'a très souvent rappelé dans une très longue expérience de discussion, de débat avec les médecins ou avec des ingénieurs, etc. Et ce qui m'a aussi toujours passionné, c'est le dialogue des doutes. Et le juriste doit comprendre le doute du médecin, l'accompagner, le traiter, éventuellement le sanctionner ou pas, mais le comprendre et l'admettre.
Mais le juriste doit, et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, mais peut-être maladroitement, doit essayer de faire admettre par le médecin et par tout le monde le doute juridique. Parce qu'il existe. C'est absurde de dire, alors ça ne vise aucun des propos qui ont été tenus, mais on voit parfois dans la presse, on entend dans certains mouvements, il n'y a qu'à faire une loi et puis voilà, c'est réglé. On a même eu un président de la République qui n'était pas plus mauvais qu'un autre, mais qui faisait faire une loi dès qu'il y avait un moindre incident quelque part. Et d'ailleurs, son successeur a un peu suivi ses traces. Mais non, c'est une matière humaine, c'est une manière vivante. Nous doutons. Nous doutons de nos solutions, nous doutons des faits, le législateur aussi, sinon ce serait tellement facile. C'est jamais il n'y a qu'à, il y a des choix à faire, des choix politiques, des choix juridiques complexes, dont personne ne peut se moquer, même, on peut les critiquer, mais personne ne peut dire qu'ils sont faits de manière inconsciente, absurde, etc., parce que ce sont des équilibres. Merci Didier Truchet. Nous arrivons au terme de cette première partie. Donc...